goes and blinds. Bienvenue dans Faux Semblant. Je suis Karim, et ce que vous allez écouter pendant les 20 prochaines minutes va vous mettre mal à l'aise. Le concept est simple. 3 voix, une affirmation complètement fausse, et on va essayer de vous convaincre que c'est vrai. Pas parce qu'on est méchant, mais parce qu'on veut vous montrer comment ça marche, la désinformation. Disclaimer important, ce podcast est une expérience. Tout ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes est faux. Notre objectif, c'est de vous montrer comment une idée complètement absurde peut devenir crédible. Si à un moment vous vous surprenez à douter, bingo, c'est exactement le but. Avec moi aujourd'hui, Victor, qui va défendre l'indéfendable avec une assurance qui devrait être illégale, et Lucie, qui représente le bon sens, enfin on va voir combien de temps ça dure. Merci Karim. Je tiens à préciser que je ne défends pas l'indéfendable. Je présente des faits que la communauté scientifique mainstream a choisi d'ignorer. Oh là là, ça commence fort. Alors accrochez-vous, le sujet du jour, c'est les poissons rouges. Oui, les poissons rouges. Ces petites choses oranges qui tournent dans un bocal. Sauf que selon Victor, ce sont des génies manipulateurs dotés d'une mémoire de 30 ans, qui nous mènent par le bout du nez depuis des siècles. Pardon, quoi? Victor, la parole est à toi, convainc-nous. Merci. Alors je vais commencer par une question simple. On dit souvent que le poisson rouge a une mémoire de 3 secondes. C'est devenu une expression courante, un lieu commun. Mais est-ce que quelqu'un ici peut me citer la source originale de cette affirmation ? C'est un fait connu, Victor. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Exactement. Mais personne ne sait d'où ça vient. Parce que cette donnée n'a jamais été publiée dans aucune revue scientifique sérieuse. 3 secondes, c'est un chiffre inventé, propagé par la culture populaire. Il n'existe aucune étude, aucun protocole expérimental qui ait mesuré la mémoire d'un poisson rouge à 3 secondes. Bon, ok, admettons que les 3 secondes c'est exagéré, mais de là à dire 30 ans, c'est complètement délirant. Délirant ou dérangeant ? Parce que la réalité, c'est que des travaux récents en neurobiologie aquatique ont montré que le poisson rouge possède un hippocampe proportionnellement comparable à celui de certains mammifères et une capacité de mémorisation qui dépasse largement ce que le grand public imagine. Attends. Tu es en train de me dire que le poisson rouge, le truc orange qu'on gagne à la fête foraine, a un cerveau comparable à un mammifère ? Je n'ai pas dit comparable dans l'absolu, j'ai dit proportionnellement. Et c'est une nuance fondamentale. Si tu rapportes la taille de l'hippocampe à la masse corporelle, le ratio est 2,3 fois plus élevé chez le poisson rouge que ce que les modèles prédictifs standards anticipaient. C'est dans la littérature. Quelle littérature ? Tu peux être plus précis ? Des travaux menés par une équipe interdisciplinaire à Plymouth, en Angleterre, qui ont soumis des poissons rouges à des protocoles de conditionnement sur plusieurs mois. Et les résultats étaient sans appel. Non seulement les poissons se souvenaient des tâches apprises, mais ils amélioraient leur performance avec le temps. Lucie, t'as pas l'air convaincue là, mais je te vois froncer les sourcils. Non, mais c'est le truc classique. Il te balance des références vagues, une université connue, et hop, ça fait sérieux. Mais 3 secondes ou 30 ans, c'est quand même un écart monumental. Justement, et c'est exactement pour ça que je pose la question. D'où tu tiens les 3 secondes ? Tu viens toi-même d'admettre que c'est probablement faux. Alors pourquoi est-ce que tu refuses d'explorer l'autre extrémité du spectre ? Parce qu'entre 3 secondes et 30 ans, il y a peut-être un juste milieu, genre quelques semaines. Quelques semaines, c'est ce qu'on observait dans les premiers protocoles. Mais les protocoles se sont raffinés. Et quand on teste dans des conditions plus proches de l'habitat naturel, avec des stimuli sociaux complexes, les durées de rétention explosent. On parle de mois, puis d'années. Ok Victor, mais même si on accepte qu'ils ont une bonne mémoire, le pas vers la manipulation, c'est quand même un saut quantique là. On y vient. Mais d'abord, laisse-moi poser une base factuelle, parce que ce que je vais dire maintenant, c'est vérifiable par n'importe qui. Premier fait, les poissons rouges reconnaissent leurs propriétaires. Ils distinguent les visages humains. Si tu changes la personne qui les nourrit, leur comportement change. Ils sont plus méfiants, plus lents à s'approcher. Ça, c'est documenté. Ça, je veux bien le croire. Ma grand-mère avait des poissons rouges et ils venaient quand elle tapait sur le bocal. Exactement. Deuxième fait, ils réagissent à la musique. On a observé des préférences musicales chez les poissons rouges. Certaines fréquences les agitent, d'autres les calment. Et troisièmement, et ça c'est fascinant, ils sont capables d'apprentissage spatial. Tu mets un labyrinthe dans un aquarium, ils le mémorisent et améliorent leur temps de parcours.
Lucie, tu commences à avoir un doute, je le vois. Non, non, je dis juste que oui, ok, les poissons rouges sont probablement plus intelligents que ce qu'on croit, mais on est encore très très loin de 30 ans de mémoire et de manipulation des humains. Non mais attends Lucie, tu viens de dire que c'était n'importe quoi, et là tu commences à concéder des points. En 5 minutes. Je concède rien du tout. Je dis que les 3 secondes, c'est sûrement faux. Mais ça veut pas dire que le reste est vrai. Lucie a raison d'être prudente. Mais je vais maintenant entrer dans le vif du sujet. Parce que la question n'est pas seulement combien de temps ils se souviennent, mais de quoi ils se souviennent, et surtout ce qu'ils font de cette information. Vous savez ce que c'est un comportement de sollicitation calibré ? C'est quand un animal modifie son comportement de manière intentionnelle pour provoquer une réaction spécifique chez un autre organisme. Les chats le font quand ils ronronnent, les chiens le font quand ils inclinent la tête. Oui, mais ce sont des mammifères avec un cortex développé, un poisson rouge, c'est pas le même monde. Sauf que le poisson rouge fait exactement la même chose. Quand il tourne en rond dans son bocal, on pense que c'est de l'ennui ou du stress. Mais des observations comportementales très fines ont montré que les patterns de nage changent en fonction de qui est dans la pièce. Attends, tu es en train de me dire que quand mon poisson rouge tourne dans son bocal, il est en train de me manipuler ? Je dis qu'il adapte son comportement pour maximiser ses chances d'obtenir de la nourriture, de l'attention et un environnement favorable, et que ce comportement est appris, mémorisé et perfectionné au fil du temps. Si tu veux appeler ça de la manipulation, le mot est peut-être fort, mais le mécanisme est le même. Mais ça, c'est du conditionnement basique, un réflexe de Pavlov. Le poisson associe ta présence à la nourriture, point barre. Sauf que dans les expériences dont je parle, le poisson modifie son comportement différemment selon l'observateur. Avec la personne qui le nourrit, il est actif, visible, il se positionne en surface. Avec un inconnu, il ralentit, se cache, devient quasi immobile. Et avec quelqu'un qui l'a déjà stressé, il fuit. Ce n'est pas un réflexe de Pavlov, c'est un répertoire comportemental adaptatif. Bon d'accord, c'est intéressant, mais là tu décris juste un animal qui s'adapte à son environnement. Non, un animal qui s'adapte à son environnement, c'est un caméléon qui change de couleur. Ce que fait le poisson rouge, c'est adapter l'environnement à ses besoins en modifiant le comportement de son hôte humain. Tu vois la différence ? Ok, ça devient flippant là. Genre le poisson te conditionne. Exactement. C'est un conditionnement inversé. Normalement, c'est l'humain qui conditionne l'animal. Mais dans le cas du poisson rouge, c'est l'inverse qui se produit. Le poisson adopte des comportements qui déclenchent donc chez l'humain des réponses prévisibles, donner de la nourriture, changer l'eau, acheter un plus grand aquarium. Acheter un plus grand aquarium, non mais tu t'écoutes parler, le poisson rouge planifie pour que tu lui achètes une villa sous-marine ? Je ne dis pas qu'il planifie consciemment, je dis que son comportement produit ce résultat. Quand un poisson tourne en rond de manière frénétique, qu'est-ce que fait le propriétaire ? Il se dit « ce bocal est trop petit » et il achète un aquarium plus grand. Le poisson n'a pas besoin de planifier. Il suffit que le comportement fonctionne pour qu'il soit renforcé. C'est de la sélection naturelle, ça n'a pas de la manipulation. Et si c'était les deux ? La sélection naturelle qui favorise les meilleurs manipulateurs ? Pense-y. Sur des milliers de générations, les poissons rouges qui ont le mieux survécu ne sont pas les plus rapides ou les plus colorés. Ce sont ceux qui ont le mieux su déclencher l'empathie et le soin chez les humains. Oh là là, Victor, tu es en train de construire un scénario de science-fiction et c'est terrifiant parce que ça a l'air logique. Bon, j'admets que le truc des 3 secondes, ça c'est probablement faux, et oui, les poissons rouges et les bruns sont plus malins qu'on croit. Mais de là à dire qu'ils nous manipulent d'un stop depuis des siècles, il y a un monde. Des siècles, justement. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Parce que quand on regarde l'histoire de la domestication du poisson rouge, on découvre quelque chose de troublant. Le poisson rouge est domestiqué depuis plus de 1000 ans en Chine. C'est l'un des premiers animaux d'agrément de l'histoire humaine. Officiellement, on dit que les Chinois ont sélectionné les carpes aux reflets dorés pour leur beauté. Ça, c'est la version officielle. Et la version non officielle ? La version alternative, c'est que ce ne sont pas les humains qui ont sélectionné les poissons. Ce sont les poissons qui ont sélectionné les humains. Les carpes aux reflets dorés n'ont pas été choisies, elles se sont rendues visibles. Elles ont développé des couleurs qui attirent l'œil humain. Dans un étang boueux, une carpe grise est invisible, une carpe dorée,
elles, captent le regard. Et capter le regard, c'est la première étape de la manipulation. Non mais attends, les mutations de couleur, c'est aléatoire. C'est pas le poisson qui décide de devenir doré. Bien sûr que la mutation est aléatoire, mais la survie de cette mutation, elle, n'est pas aléatoire. Les poissons dorés ont survécu parce qu'ils ont été récupérés par les humains, nourris, protégés des prédateurs. Ils ont été récompensés pour leur visibilité. Et sur 1000 ans, cette pression de sélection a produit un animal optimisé pour une seule chose, exploiter l'attention humaine. Alors attends, je reformule. Tu es en train de dire que les poissons rouges n'ont pas été domestiqués par les humains. Tu dis que les humains ont été domestiqués par les poissons rouges. C'est exactement ce que je dis. On appelle ça la domestication inversée. Et ce n'est pas un concept que j'invente, il existe des travaux en éthologie comparative qui explorent cette hypothèse pour d'autres espèces, notamment le chat domestique. Bon, pour le chat, ok, je peux entendre l'argument, les chats sont clairement des tyrans domestiques. Mais un poisson, Un poisson qui vit dans un environnement entièrement contrôlé par un humain, un poisson qui dépend à 100% de cet humain pour sa survie. Tu ne penses pas que la pression évolutive pour influencer cet humain serait maximale dans ce contexte ? c'est comment dire, c'est tordu, mais c'est pas complètement idiot comme raisonnement. Lucie, tu craques. Je craque pas, je dis que le raisonnement se tient sur le papier, mais ça veut pas dire que c'est vrai. C'est exactement ce qu'un bon manipulateur voudrait que tu penses. Que son système est trop beau pour être vrai, c'est le meilleur camouflage qui existe. Ouh, là il t'a eu Lucie. Il m'a pas eu du tout. C'est un argument circulaire. Si je doute, hein, c'est la preuve qu'il a raison. C'est infalsifiable comme raisonnement. Infalsifiable ? Non. Testable. Demande à n'importe quel propriétaire de poisson rouge, est-ce que ton poisson change de comportement quand tu t'approches ? Est-ce qu'il te reconnaît ? Est-ce que tu as déjà changé quelque chose dans son aquarium parce qu'il avait l'air malheureux ? Moi j'ai eu un poisson rouge quand j'étais gamin, et je lui ai acheté un château en plastique parce que je trouvais qu'il avait l'air triste. HK, tu es en train de me dire qu'il m'a eu ? Il t'a eu. Tu as attribué de la tristesse à un poisson, tu as anthropomorphisé son état émotionnel et tu as modifié son environnement en conséquence. C'est exactement le mécanisme dont je parle. Mais l'anthropomorphisme, c'est un biais humain. C'est nous qui projetons des émotions, pas le poisson qui les fabrique. Bien sûr que c'est un biais humain, mais qui bénéficie de ce biais ? L'humain ou le poisson ? Le poisson. Chaque fois que tu projettes de la tristesse sur un poisson, tu améliores ses conditions de vie. Et un poisson dont les ancêtres ont, sur des dizaines de générations, bénéficié de ce biais, eh bien il va être sélectionné pour déclencher ce biais plus efficacement. En gros, ton poisson rouge est plus intelligent que ton chat ? Il est plus stratégique. La nuance est capitale. Le chat utilise la force et la présence physique. Le poisson rouge utilise l'absence de communication directe à son avantage. C'est une forme de manipulation par le vide. Tu ne sais pas ce qu'il pense, alors tu projettes. Et cette projection, c'est son outil. Ok, je vais être honnête, c'est flippant. Parce que le raisonnement, il se tient. Mais en même temps, je sens qu'il y a un truc qui cloche et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est parce que tu confonds plausibilité et preuve. Ce que je te présente, c'est un récit cohérent. Et le cerveau humain adore les récits cohérents. Il les préfère même aux données brutes. Lucie, je te rappelle que tu as commencé cette conversation en disant c'est n'importe quoi. Et là tu dis c'est flippant mais ça se tient. Ouais, et bon, il a mélangé des trucs vrais avec des trucs probablement faux. Et c'est ça qui est vicieux. Regarde le tableau complet. 1000 ans de coévolution. Un animal qui reconnaît les visages, qui adapte son comportement à son observateur, qui déclenche l'empathie sans émettre le moindre son, et dont la stratégie de survie repose entièrement sur la manipulation émotionnelle d'une espèce 100 000 fois plus grande que lui. C'est de la coévolution dirigée. Et c'est le poisson qui dirige. Waouh. C'est ok, je vais pas mentir. Il y a une partie de moi qui se dit, et si c'était vrai? Et ça me rend folle parce que je sais que ça devrait être absurde. Et c'est exactement le bon moment pour qu'on fasse une pause. Parce qu'on doit parler de ce qui vient de se passer. Bon, on va changer de registre. Parce que tout ce qu'on vient de vous raconter pendant les 15 dernières minutes est faux. Tout. Les poissons rouges n'ont pas une mémoire de 30 ans. Ils ne manipulent personne. Et Victor le sait très bien. Absolument.
Tout était construit pour vous sembler crédible. Et maintenant, on va décortiquer comment on a fait. Premier outil de manipulation, le retournement de la charge de la preuve. Qu'est-ce que Victor a fait en premier ? Il n'a pas prouvé que les poissons ont une mémoire de 30 ans. Il a demandé à Lucie de prouver qu'ils ont une mémoire de 3 secondes. Et quand elle n'a pas pu sourcer cette affirmation, ça a créé un vide. Et dans ce vide, j'ai pu glisser n'importe quoi. Parce que si le chiffre de référence est faux, alors tout devient possible. C'est un tour de passe-passe classique en rhétorique. Et moi, j'ai foncé dedans tête baissée. Parce que dès que j'ai admis que les 3 secondes étaient non pas fausses, j'ai ouvert la porte à tout le reste. C'est comme si j'avais lâché mon encre rationnelle. Deuxième outil, le mélange vrai-faux. Victor a glissé des faits véridiques au milieu de ses inventions. Les poissons rouges reconnaissent effectivement leurs propriétaires, c'est vrai. Ils réagissent à certains stimuli, c'est vrai aussi. Mais en plaçant ces vérités à côté d'affirmations complètement inventées, il a rendu le tout crédible. C'est le principe du sandwich de crédibilité. Tu mets une vérité, une invention, une vérité. Et le cerveau a tendance à valider l'ensemble parce que les bords sont solides. Troisième outil, les chiffres précis inventés. Quand Victor a dit que l'hippocampe du poisson rouge est 2,3 fois plus développé que prévu, est-ce que quelqu'un a vérifié ? Non. Et c'est ça le piège. Un chiffre précis avec une virgule, ça fait scientifique. C'est beaucoup plus convaincant que de dire c'est plus gros que ce qu'on croit. Le 2,3, ça sonne comme une mesure réelle. C'est ce qu'on appelle l'effet de précision. Un chiffre rond, comme 10 fois ou 100 fois, semble exagéré. Un chiffre à virgule semble mesuré. C'est une technique très utilisée dans la désinformation. Quatrième outil, l'argument d'autorité vague. Victor a mentionné des chercheurs à Plymouth, des travaux en neurobiologie aquatique, de la littérature scientifique. Mais jamais un nom, jamais un titre de publication, jamais une date précise. Et c'est volontaire. Parce qu'une référence précise, ça se vérifie. Une référence vague, c'est invérifiable, mais ça conserve l'aura de crédibilité. Dans un podcast, dans un dîner, dans une discussion, personne ne va sortir son téléphone pour vérifier en temps réel. Et le cinquième, et peut-être le plus vicieux, la logique circulaire. Quand Lucie a dit « c'est trop beau pour être vrai », qu'est-ce que Victor a répondu ? C'est exactement ce qu'un bon manipulateur voudrait que tu penses. Et là, j'étais coincée. Parce que si je doute, c'est la preuve qu'il a raison, et si je ne doute pas, il a aussi raison. C'est un piège rhétorique, un système qui ne peut pas être réfuté parce qu'il intègre la réfutation dans sa propre logique. Et c'est exactement comme ça que fonctionnent les théories complotistes. Chaque contre-argument devient une preuve supplémentaire du complot. Si tu n'es pas d'accord, c'est que tu fais partie du système. Et il y a un dernier point que je veux souligner. Victor n'a jamais crié, jamais agressé, jamais été condescendant. Il était calme, structuré, éloquent. Et c'est ce qui le rendait dangereux. Parce qu'on associe la forme posée à la vérité. Et moi, j'ai commencé à douter exactement au moment où il a mélangé des trucs vrais avec des trucs faux. Quand il a dit que les poissons reconnaissent donc leurs propriétaires, je savais que c'était vrai. Et à partir de là, j'ai baissé la garde pour tout le reste. Alors voilà ce qu'on retient. 5 outils. Retournement de la charge de la preuve. Mélange vrai-faux. Chiffres précis inventés. Autorité vague. Logique circulaire. 5 outils qui, combinés, peuvent rendre crédible à peu près n'importe quelle affirmation. Et la prochaine fois que quelqu'un vous présente une théorie séduisante avec des références vagues et des chiffres très précis, posez-vous une question. Est-ce que je suis convaincu par les preuves ou par le récit ? Et demandez-vous aussi pourquoi vous avez envie d'y croire. Parce que c'est ça, le vrai piège. On résiste mal à une bonne histoire. Si vous avez douté, même un instant, alors vous venez d'expérimenter un mécanisme de désinformation. Et c'est pas grave, c'est humain. Le but de Faux Semblants, c'est pas de vous faire sentir bête, c'est de vous montrer les ficelles pour que la prochaine fois, vous les voyez venir. La semaine prochaine, dans Faux Semblants, Victor va essayer de nous convaincre que les chats domestiques communiquent par ultrasons et coordonnent leurs actions à l'échelle d'un quartier entier. Oh non. J'ai des données fascinantes à ce sujet. Bien sûr que t'as des données. C'était Faux Semblants, épisode 1. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, regardez votre poisson rouge dans les yeux, juste pour voir. Faux Semblants est une production Avenircast. Rappel, tout le contenu argumentatif de cet épisode est faux et conçu à des fins pédagogiques. Ne le partagez pas sans ce contexte.